Bonjour, mes chers élèves de la 4e année, section sciences expérimentales et section sport. Je me présente, Sarah Al-Kemel, votre professeur SVT du lycée Sidi Yassine, et sous la direction de Madame Neji Edridi, inspectrice générale SVT sur Tunis 2, la présente séquence d'apprentissage portera sur la deuxième partie de la transmission d'un couple d'allèles chez les diploïdes du thème génétique. Alors pour commencer, je vous rappelle la problématique qui est comment expliquer la transmission des caractères héréditaires des parents aux descendants. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu au cours de la première partie, dans la transmission d'un couple d'allèles chez les diploïdes. Donc, suite à un rappel de quelques concepts et vocabulaires de génétique et les techniques de réalisation des croisements, on a étudié la transmission d'un couple d'allèles autosomales avec deux activités et on a traité le cas de dominance absolue qui a été suivi d'une évaluation formative. Évaluer nos connaissances avec un QCM. Donc pour chacun des thèmes suivants, repérons là où les réponses correctes. Donc le premier item, le monohybridisme est A, le croisement de deux espèces voisines, B, le croisement de deux espèces différentes, C, le croisement d'individus de deux lignées de la même espèce qui diffèrent par un seul caractère, D, le croisement d'individus de deux lignées de la même espèce qui diffèrent par plusieurs caractères. Donc bien sûr, la réponse correcte est C, c'est le croisement de deux lignées qui diffèrent par un seul caractère. Item 2. Dans le cas de monohybridisme, un individu qui est de lignée pure a un génotype A hétérozygote, B un génotype homozygote. Bien sûr, ici, on se rappelle qu'un individu de lignée pure, il a un génotype, réponse correcte, B génotype homozygote. Qu'est-ce que ça veut dire homozygote? Donc, il a deux allèles identiques. C, donc on continue, C produit des gamètes génétiquement différents ou D produit des gamètes génétiquement identiques. Bien sûr, réponse correcte, D, puisqu'on a un génotype homozygote, donc deux allèles identiques. Donc, au cours de la méiose, on va avoir des gamètes qui sont génétiquement identiques. Troisième item, le croisement de deux lignées pures différentes par un seul caractère donne des individus de génotype homozygote A, B donne des individus de génotype hétérozygote. Ici, donc, puisqu'on a croisé deux individus de lignée pure, donc chacun a un génotype homozygote et ils possèdent un seul allèle. Donc, au cours de la méiose, ils vont produire chacun un gamète qui possède un seul allèle. Au cours de la fécondation, ils vont rencontrer des deux allèles et on va avoir des individus donc, de génotypes qui sont bien sûr hétérozygotes. On va avoir les deux allèles de chacun de ses parents. Et bien sûr, ça vérifie la première loi de Mendel et on a des individus hybrides et réponse correcte C. D, donc vérifie la deuxième loi de Mendel de la pureté des gamètes, donc c'est faux. On continue. Donc, je vous rappelle donc, ce qu'on a vu au cours de la première partie de la transmission d'un couple d'allèles autosomal avec dominance absolue. Si on considère un couple d'allèles grand A, petit a avec grand A domine petit a, je vous rappelle que par convention, on écrit donc l'allèle dominant en majuscule, ici grand A, et l'allèle récessif en minuscule, ici petit a. Donc, on a vu trois types de croisements au cours de la première partie donc, de la leçon. Donc, je vous invite donc à vous rappeler de ces trois croisements. Donc, si on croise deux lignées pures qui diffèrent donc par un caractère, une lignée pure de phénotype grand A et une lignée pure de phénotype petit a, on va avoir donc comme descendance 100% donc d'individus de phénotype grand A, puisque donc ici l'allèle dominant est grand A. Et ces individus donc sont uniformes et hybrides. On a vu un autre type de croisement qui consiste donc à croiser les deux individus hybrides. Ça peut être par exemple deux individus donc, de la première génération qu'on a obtenus à partir du premier croisement.
donc, qui sont de phénotype grand A, et on obtient une composition phénotypique composée de 3/4 grand A et 1/4 petit a. Un troisième croisement, il consiste à croiser une lignée hybride donc de génotype hétérozygote et une lignée pure de génotype homozygote. Donc l'hybride va être de phénotype grand A et la lignée pure de phénotype petit a. On va avoir une descendance composée de 1,5 grand A et 1,5 petit a. Donc je vous rappelle, ça peut être le résultat d'un test cross. Donc on va continuer aujourd'hui donc, la transmission d'un couple d'allèles chez les diploïdes avec une troisième activité qui consiste à un croisement entre des volailles et on va voir un autre type de dominance. On va aussi étudier la transmission d'un couple d'allèles liés au sexe et cette séquence sera donc terminée par une évaluation formative. Donc, on va commencer par l'activité 3. Donc, le croisement entre volailles. Donc, on lit ensemble l'énoncé. Donc, un éleveur remarque les croisements dans son poulailler. Donc, il remarque le premier croisement, un deuxième croisement et un troisième croisement. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Première question, analysons les résultats du premier croisement et du deuxième croisement et dégageons une conclusion. Deuxième question, analysons les résultats du troisième croisement en vue de déterminer la transmission du caractère étudié chez les volailles ainsi qu'une interprétation chromosomique du troisième croisement. Donc, on va répondre question par question. Donc, la première question, on relit ensemble. Donc, analysons les résultats du premier croisement et du deuxième croisement. Et on va dégager une conclusion. Donc, ici, pour analyser, en fait, on va décrire le premier croisement d'abord, donc qui consiste à un croisement entre un coq noir et une poule noire, qui a donné une première génération F1 formée de 100% de volailles noires, et l'autocroisement donc de la génération F1 donne une deuxième génération F2 composée aussi donc de 100% de volailles noires. Concernant le deuxième croisement, il consiste à un croisement entre un coq blanc et une poule blanche qui donne une F1 composée de 100% donc de volailles blanches et leur autocroisement donne une deuxième génération qui est aussi composée de 100% de volailles blanches. Donc ici, suite à l'analyse qui a consisté finalement à une description donc, des croisements, on va dégager une conclusion. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc on remarque que les descendants ont toujours le même phénotype au cours des générations. Donc on a vu au cours de cette première partie, si on a des descendants qui ont toujours le même phénotype au cours des générations, on peut déduire que les parents sont de race pure. De race pure, c'est-à-dire qu'ils sont de génotype homozygote. Donc continuons donc la deuxième question. On va analyser maintenant le troisième croisement, en vue de déterminer le mode de transmission du caractère étudié. Donc on va décrire le troisième croisement, qui consiste à un croisement entre un coq noir et une poule blanche, ou bien un coq blanc ou une poule noire. Ici, on a inversé donc, les deux sexes. Et on obtient dans les deux cas une première génération formée de 100% de volailles bleues. Et voici donc une figure de volaille bleue. Ensuite, l'autocroisement donc des volailles bleues, donc on croise un coq bleu et une poule bleue, obtenu à partir de la première génération F1. On obtient une deuxième génération, F2, composée de 26 de volailles blanches, 66 volailles bleues, 28 volailles noires. Donc, suite à la description donc, du croisement, il faut déterminer le mode de transmission. Donc, je vous rappelle, ici, il faut appliquer une démarche d'analyse qu'on a vue au cours de la première partie. Donc, je vous rappelle la démarche d'analyse qui va nous permettre de déterminer le mode de transmission. Donc, il faut d'abord préciser le caractère étudié en indiquant si les individus croisés sont de même lignée ou de lignées différentes. Ensuite, il faut comparer le phénotype des descendants, à ceux des parents pour dégager la relation de dominance.
Ensuite, on formule des hypothèses concernant le nombre de gènes qui déterminent le caractère étudié en proposant donc des symboles alléliques et ainsi qu'une hypothèse concernant la localisation du gène. Et à partir de ces hypothèses, on va donc déterminer le phénotype et le génotype donc des parents et des descendants. On va représenter les croisements ainsi que les gamètes et leurs rencontres par un échiquier par exemple et déterminer ainsi donc la composition phénotypique et génotypique des descendants. Et bien sûr, il faut comparer les résultats théoriques et expérimentaux pour vérifier notre hypothèse. Donc on va appliquer cette démarche qu'on a déjà donc appliquée dans la première partie avec la première activité et au cours de l'évaluation. On va l'appliquer ici aussi dans cette activité. Donc commençons donc par préciser le caractère étudié. Donc ici, le croisement en fait, il fait intervenir deux races de volailles qui diffèrent par un seul caractère. On a des volailles noires et des volailles blanches. Donc le caractère, c'est la couleur du plumage. Et bien sûr, quand on a un seul caractère, donc on dit que c'est un cas de monohybridisme. Donc comparons maintenant les phénotypes des descendants à ceux des parents pour déterminer donc en effet la relation de dominance. Donc on remarque que la première génération est formée de 100% de volailles bleues. Donc il faut déduire et expliquer donc qu'est-ce que ça veut dire volaille bleue. Il faut déduire donc des conclusions puisqu'on a la F1 elle est homogène. Donc on peut dire d'abord que la première loi de Mendel est vérifiée et on peut dire que les parents sont de race pure. C'est la première donc déduction. Deuxième déduction pour déterminer la relation de dominance, puisque la F1 ici elle présente un nouveau phénotype qui est bleu par rapport aux parents qui sont blancs et noirs. Donc on a une première génération bleue, donc c'est un phénotype nouveau. On peut dire ici qu'il est intermédiaire entre le phénotype des deux parents. Donc ici, c'est un cas de codominance, contrairement donc au cas de dominance dans lequel on obtient un phénotype identique à l'un des parents. Ici, le phénotype des descendants est différent. Quand c'est différent, donc on dit que c'est un cas de codominance. Donc maintenant, on va mettre des hypothèses. Donc on va supposer que le caractère étudié couleur du plumage est contrôlé par un seul gène, donc par un couple d'allèles. Donc soit le couple d'allèles grand N, grand B, qui contrôle la couleur du plumage. Donc ici, on peut choisir les lettres en concordance donc, avec les couleurs. Ici, donc, on a N, grand N, l'allèle responsable du phénotype du plumage noir, et grand B, l'allèle responsable du phénotype du plumage blanc. Ici, vous remarquez que les deux allèles, par convention, dans le cas de codominance, les deux allèles s'écrivent en majuscules. Contrairement dans le cas de dominance, l'allèle dominant en majuscule et l'allèle récessif en minuscule. Ici, il faut écrire les deux en majuscule. Et j'insiste qu'il faut bien aussi noter le phénotype intermédiaire qui est ici NB. Bien sûr, il faut écrire aussi que N codomine grand B. Et on peut utiliser le symbole égal. Donc, je reviens pour le phénotype. Le phénotype intermédiaire, il faut bien le noter. Ici, on peut utiliser les deux lettres ensemble, donc NB, pour éviter donc s'il y a redondance de la même lettre. Donc, le phénotype intermédiaire, plumage bleu, parce que les deux allèles s'expriment. Donc, ici, on a émis une hypothèse concernant donc le gène et le couple d'allèles. Concernant la localisation maintenant, est-ce que le chromosome, donc est-ce que c'est localisé sur des autosomes ou sur un chromosome sexuel? Donc ici, on peut dire puisque les deux croisements inverses ont donné le même résultat, donc je vous rappelle, soit un coq blanc avec une poule blanche ou un coq blanc avec une poule noire ou un coq noir avec une poule blanche. Donc dans les deux cas, dans les deux croisements, on a obtenu une première génération formée de 100% de volailles bleues. Donc si les deux croisements inverses donnent le même résultat, donc on peut dire que le gène impliqué est localisé sur le chromosome autosomal. Donc on va utiliser donc cette hypothèse pour déterminer donc le phénotype des parents
leur génotype, on va dégager donc les gamètes, leur rencontre par fécondation pour déterminer donc le phénotype et le génotype donc de la descendance. Donc il faut donc par convention toujours donc écrire donc dans votre réponse donc les phénotypes, les génotypes. Ici, on va répondre en parallèle à la troisième question avec une interprétation chromosomique, dégager les gamètes avec le génotype et bien sûr le phénotype et le génotype donc de la première génération. Donc je vais choisir donc un parent mâle, donc un coq noir de phénotype donc noir et une poule blanche. Donc encore par convention donc grand N, grand B. Pour le génotype, puisque on a dégagé déjà, vous vous rappelez, donc on a dit que la première génération est 100% homogène. Donc la première loi de Mendel est vérifiée, donc les parents sont purs. Donc ils sont de génotype homozygote. Donc on a deux allèles identiques, NN pour le premier parent et donc BB pour le deuxième parent. On va aussi donc représenter donc les chromosomes. Donc par convention, puisqu'on a donc des êtres vivants diploïdes, donc on représente deux chromosomes. Donc on va représenter une paire de chromosomes autosomales sur laquelle on va localiser donc les allèles. Je vous rappelle donc qu'un gène a une localisation bien précise au niveau du chromosome appelée locus. Donc ici, puisqu'on a des allèles identiques, donc dans le premier chromosome, on a grand N et grand N aussi. Ici, par convention, j'ai utilisé deux couleurs pour désigner donc la couleur paternelle et la couleur maternelle. Donc de même pour le deuxième parent, on a donc les allèles grand B, grand B. Une remarque aussi, donc j'insiste que toujours dans le même chromosome, on a toujours les deux allèles identiques pour les chromatides sœurs, pour le même chromosome. Donc on continue, la méiose, pour obtenir les gamètes. Donc ici, au cours de la méiose, il va y avoir une séparation des chromosomes homologues. Donc suivez bien, donc vous pouvez imaginer donc la méiose. Il y a une séparation des chromosomes homologues, ensuite séparation des chromatides. Donc on va avoir 100% donc, de chromosomes qui portent l'allèle N. Ici, donc au hasard, j'ai choisi donc la couleur bleue, mais ça peut être aussi un chromosome avec une couleur rouge. Donc, et ici, donc, bien sûr, pour les gamètes, ce sont des chromosomes à N simples, donc un chromosome avec une seule chromatide. Donc de même, pour le deuxième parent, on a 100%, mais maintenant 100% B, des chromosomes qui portent l'allèle B. Au cours de la fécondation, donc il va avoir donc retour à la diploïdie. Donc il va représenter donc les chromosomes avec des chromosomes avec deux chromatides, donc des chromosomes entiers. Donc on va avoir la rencontre de l'allèle N avec l'allèle B, donc un génotype hétérozygote. Et lorsque les deux allèles ici ils sont codominants, donc les deux s'expriment et on a un phénotype NB, donc on obtient 100% de volailles bleues. Donc la première génération elle est homogène et hybride bien sûr parce que le génotype est hétérozygote. Donc ici il faut noter que la première loi de Mendel est vérifiée toujours lorsque deux parents donc de race pure donnent des individus qui sont homogènes, on dit que la première loi est vérifiée. D'accord? Donc la F1 issue du croisement de deux lignées pures différentes par un caractère est toujours uniforme et hybride. Donc, on continue donc l'auto-croisement donc, de la première génération F1. Il consiste donc à un croisement entre une poule bleue avec un coq bleu, donc de phénotype NB, de génotype NB. Donc, on a déjà donc fait la représentation chromosomique avec les deux chromosomes et les deux allèles. Donc, au cours de la méiose, qu'est-ce qu'il va se faire? Donc, une séparation des chromosomes homologues et séparation des chromatides sœurs. Donc, on va avoir deux gamètes identiques 2 à 2. Donc, un gamète qui contient donc l'allèle N et un gamète qui contient l'allèle B. Ici, je vous rappelle la deuxième loi de Mendel qui est vérifiée, qui est la pureté des gamètes. En fait, dans chaque gamète, on obtient toujours un seul allèle pour un même gène. Donc, jamais on peut obtenir les deux allèles dans le même gamète. Il y a toujours une séparation
donc des allèles au cours, bien sûr. Vous vous rappelez, la séparation donc, des allèles, la séparation des chromosomes homologues se fait au cours de la première division réductionnelle de la méiose. Donc, on continue. Donc, pour le deuxième parent aussi, donc, on obtient 50% N, 50% B. Au cours de la fécondation, donc, il va y avoir la rencontre des gamètes. Pour simplifier, on va représenter un tableau qui est l'échiquier de la rencontre des gamètes. Donc, on écrit les gamètes mâles, N et B, et les gamètes femelles, N et B. Donc, et les proportions 1,5, 1,5 dans chacun. Donc, il faut noter toujours donc, les proportions dans l'échiquier. D'accord. On peut aussi représenter donc, les chromosomes. Au cours de la fécondation, il va y avoir la rencontre des gamètes. Donc, 1,5 fois 1,5. Et les descendants vont avoir une proportion 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc, la rencontre donc, du gamète mâle N et du gamète femelle N donne un individu du génotype NN, donc homozygote, donc de phénotype N. Donc, ensuite, BN de phénotype NB et NB de phénotype NB. Donc, ici, on peut NB, on peut écrire N au-dessus ou au-dessus. Donc, c'est la même chose si on inverse parce que les deux allèles sont codominants. Donc, et on continue donc la dernière rencontre de l'allèle du gamète mâle B et du gamète femelle B. Donc, si on résume la composition phénotypique des descendants de la F2, donc on a un demi, on a un quart NB, un quart NB, donc un demi NB, un demi de volaille bleue, un quart donc de volaille noire et un quart de volaille blanche. Donc, la F2 est composée de un demi, un quart, un quart. Donc, bien sûr, ce raisonnement, c'est une analyse théorique. Il faut comparer donc, ce qu'on a fait maintenant théoriquement avec les données expérimentales. Donc, je vous propose ce tableau. Donc, il faut comparer donc, les phénotypes de la première descendance. On a obtenu donc 100% de volailles bleues, de phénotype donc NB, dans les deux données, donc expérimentales et théoriques. Pour la F2, donc, on a comme donnée théorique un demi de volaille bleue, un quart grand N noir et un quart grand B. Comme donnée expérimentale, je vous rappelle, donc dans l'exercice, dans l'énoncé, 66 bleus, 28 noirs et 26 blancs. Donc pour comparer, il faut uniformiser en pourcentage. Donc pour les résultats théoriques, il faut donc multiplier fois 100. Et pour les données expérimentales, on multiplie fois 100 sur le total, donc on calcule le total, qui est ici 120, donc, et le pourcentage, donc 50%, 25%, 25% pour les données théoriques, et pour les données expérimentales, donc 55%, 23,33% pour les volailles noires et 21,66% pour les volailles blanches. Donc, on peut conclure que les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes, donc les hypothèses proposées sont vérifiées et il s'agit d'un monohybridisme, donc c'est l'étude d'un seul caractère, donc, et d'un gène autosomal avec codominance. Voilà donc pour cette activité. Donc, on a dégagé donc, un deuxième type de relation entre les allèles qui est la codominance. On va maintenant passer à l'étude de la transmission d'un couple d'allèles liés au sexe. Donc pour cela, on va entamer l'activité 4 qui consiste à un croisement entre drosophiles. Donc pour étudier la transmission d'un caractère héréditaire contrôlé par un gène porté par des chromosomes sexuels, on propose les données suivantes. Grand A, le document 1, petit a, représente deux karyotypes, d'une drosophile femelle et d'une drosophile mâle. Et le document 1b montre une comparaison de la structure des chromosomes sexuels X et Y. Donc, et on va répondre aux questions suivantes. Donc, la première question, on va comparer les deux karyotypes du document 1a et on va déduire la formule chromosomique de la drosophile mâle et de la drosophile femelle ainsi que les gamètes. Deuxième question, comparons donc la structure des chromosomes sexuels XY pour le document 1b et on va déduire ainsi les conséquences sur le mode de transmission d'un caractère qui est déterminé par un gène lié au chromosome sexuel.
Donc, on va répondre donc aux questions. Donc, la première question. Donc, ici, donc, j'insiste qu'il faut bien lire les verbes d'action donc, dans chaque question. Ici, donc, on a le verbe comparer. Donc, on va comparer les deux caryotypes. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que comparer. Comparer, donc, il faut dégager donc, les points de différence et les points de ressemblance. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer les deux caryotypes mâle et femelle. Donc, je vous rappelle qu'est-ce qu'un caryotype. Donc, un caryotype, c'est la représentation photographique de l'ensemble des chromosomes présents dans une cellule. Donc, ici, le document 1.1 représente l'ensemble des chromosomes présents chez la drosophile mâle et chez la drosophile femelle. Donc, je vous propose donc un tableau pour comparer. Donc, on va comparer le nombre. Donc, ici, on a le même nombre de chromosomes chez le mâle et chez la femelle. Donc, on a 8 chromosomes. Et puisque donc, les chromosomes sont organisés donc, 2 à 2, donc la cellule est diploïde, donc 2n égale à 8. Donc, je vous rappelle que pour le caryotype, on a donc des chromosomes qui sont identiques chez le mâle et la femelle, qui sont les autosomes. Et donc ici, pour la drosophile, on a 6 autosomes chez les deux sexes. Donc on a 6 autosomes qui sont organisés 2 à 2, donc on peut dire 6 autosomes ou 3 paires autosomes. Donc il y a aussi une autre paire, une quatrième paire, donc, qui est différente chez le mâle et chez la femelle. Donc on a XX chez la femelle et XY chez le mâle. Donc suite à la comparaison, donc, on va déduire la formule chromosomique chez le mâle et chez la femelle, ainsi que la formule chromosomique des gamètes. Donc, pour la formule chromosomique chez la femelle, on a donc 2n égales, puisque les chromosomes sont organisés donc, par 2 diploïdes. On a 6 autosomes, ou on peut écrire 3 paires d'autosomes. Donc, pour la femelle plus XX, pour le mâle, la formule chromosomique 2n égale 6 autosomes plus XY. Donc, pour les gamètes, pour la formule chromosomique des gamètes, donc, au cours de la méiose, qu'est-ce qui va se passer? Donc, va avoir séparation des chromosomes homologues. Donc, dans chaque cellule, donc, on a 6 au total. Donc, il va avoir la séparation. Donc, 3 vont dans une cellule et 3 dans une autre cellule. Donc, dans chaque gamète, on va avoir donc, 3 autosomes. Et puisque pour les chromosomes sexuels, on a 2X, donc dans chaque gamète, on va avoir donc 3 autosomes plus X. Donc 100% de gamètes qui sont identiques. Donc ici, on peut dire que le parent femelle est homogamétique. Par contre, chez le mâle, les autosomes vont se séparer. Donc on va avoir 3 autosomes dans chaque cellule, mais on va avoir 50% qui vont avoir le chromosome X et 50% qui vont avoir le chromosome Y. Donc ici, on peut déduire que le parent mâle, il est hétérogamétique. Voilà, donc on a répondu à la première question. On passe donc à la deuxième question. Ici aussi, on va comparer. On va comparer la structure des chromosomes sexuels X et Y. Donc, on peut déduire que les chromosomes, si vous regardez donc la figure, il y a des régions homologues, ici représentées en noir, et on a des régions spécifiques. Ici en blanc, la région spécifique pour X, et en gris, on a représenté donc la région spécifique pour le chromosome Y. Donc, il y a des séquences qui sont homologues pour les deux chromosomes et donc des régions plutôt, donc des régions homologues et des régions spécifiques pour chacun des chromosomes sexuels. Donc, suite à la comparaison, on va déduire donc les conséquences sur le mode de transmission. Qu'est-ce que dire les conséquences? Donc, c'est selon la localisation du gène, en effet. Donc, on a 3 cas. Donc, premier cas, si le gène est localisé sur la partie homologue, la partie en noir, la partie homologue pour les deux chromosomes X et Y. Donc, dans ce cas, le caractère déterminé, il se manifeste chez les deux sexes et le gène se comporte comme un gène autosomal et comme un caractère autosomal. Donc, pour le deuxième cas, le gène est situé sur la partie spécifique du chromosome Y,
il est exclusivement exprimé chez les mâles, donc le caractère est spécifique aux individus mâles et se transmet des parents mâles à ses descendants mâles exclusivement. Donc le troisième cas, le gène est situé dans la partie spécifique du chromosome X, et c'est donc dans la partie blanche du chromosome X. Donc dans ce cas, le caractère déterminé se transmet chez les deux sexes et les deux croisements inverses n'ont pas le même résultat. Ici, donc, une petite remarque, lorsque donc, le gène est porté par le chromosome X, donc ici, on a un seul allèle chez le mâle, puisqu'on a un seul X. Chez la femelle, on a deux X, donc on va voir deux allèles. Voilà, donc on a répondu à la deuxième question. Donc maintenant, une autre donnée pour déterminer, donc, pour étudier la transmission d'un couple d'allèles liés au sexe. Donc, c'est en 1906 que Thomas Morgan remarqua dans un élevage de drosophiles de souches sauvages aux yeux rouges un mâle mutant aux yeux blancs. Il décida alors d'étudier la transmission de ce caractère en réalisant les différents croisements suivants. Donc, un premier croisement et un deuxième croisement inverse. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Donc, on va d'abord analyser les résultats des deux croisements en vue de déterminer le mode de transmission de ce caractère étudié chez la drosophile. Donc, on va décrire les deux croisements. Ensuite, bien sûr, pour déterminer le mode de transmission, on va appliquer la démarche d'analyse. Donc, on va décrire d'abord le premier croisement, qui consiste à un croisement entre un mâle aux yeux blancs et une femelle aux yeux rouges, qui donne une première génération F1 formée de 100% de mâles et de femelles yeux rouges. Leur autocroisement va donner une deuxième génération formée de 2459 de femelles yeux rouges, 1011 mâles aux yeux rouges et 782 mâles aux yeux blancs. Alors que le deuxième croisement, qui est un croisement inverse, c'est-à-dire donc on inverse le sexe pour le caractère, donc ici on a un mâle aux yeux rouges et la femelle est aux yeux blancs. Donc, va donner une première génération F1 composée de 50% de yeux blancs, de mâles aux yeux blancs, et 50% de femelles aux yeux rouges. Donc déjà, à ce stade, on peut remarquer que les résultats de la première génération sont différents. Donc, le autocroisement de la première génération, c'est-à-dire on croise donc les mâles aux yeux blancs avec les femelles aux yeux rouges, va donner une deuxième génération F2, composée de 129 femelles aux yeux rouges, 88 femelles aux yeux blancs, 132 mâles aux yeux rouges et 86 mâles aux yeux blancs. Donc, pour déterminer le mode de transmission du caractère chez la drosophile, on va d'abord appliquer donc la méthode d'analyse qu'on a décrite tout à l'heure. Donc, pour le premier croisement, pour les deux croisements en effet, il faut intervenir de souches drosophiles, l'une aux yeux blancs et l'une aux yeux rouges. Donc, ils diffèrent par un seul caractère qui est la couleur des yeux. Donc, bien sûr, c'est un cas de mono-hybridisme. Pour le premier croisement, la première génération, on a vu qu'elle est formée de 100% de drosophiles, de yeux rouges. C'est-à-dire, la première loi de Mendel est vérifiée. Alors, les parents sont donc de race pure. Et F1 100% de drosophile, les yeux rouges, c'est un phénotype identique à l'un des parents. Donc, c'est un cas de dominance absolue. Pour le deuxième croisement inverse, qui a donné un résultat différent du premier croisement, donc dans ce cas, on peut dire qu'il y a une ségrégation donc, selon le sexe. Et le gène n'est pas autosomal, mais il est porté par un chromosome sexuel. On va voir tout à l'heure s'il est porté par X ou Y. Donc, on va émettre des hypothèses. On suppose que le caractère couleur des yeux, si la drosophile est contrôlée par un seul gène. Donc, bien sûr, ici, on a déterminé c'est un cas de dominance. Donc, on a un allèle dominant et un allèle récessif. Donc, soit le couple d'allèles grand R, en majuscule, c'est l'allèle dominant. Petit b, donc c'est l'allèle récessif, qui contrôle la couleur des yeux avec grand R, domine petit b. Donc, grand R, allèle dominant responsable du phénotype yeux rouges, et petit b, l'allèle récessif responsable du phénotype yeux blancs.
Concernant donc la localisation du gène, on a dit donc qu'il est porté par un chromosome sexuel, et puisque le caractère couleur des yeux apparaît chez les deux sexes, chez le mâle et chez la femelle, donc puisqu'il est exprimé chez la femelle, donc il n'est pas localisé sur le chromosome Y, il est localisé donc sur le chromosome X, et on peut dire qu'il est porté par la partie spécifique du chromosome X. Voilà, donc on va utiliser ces hypothèses donc, pour déterminer le phénotype et le génotype des parents pour les deux croisements. Donc on va commencer par le premier croisement. Donc c'est le croisement d'un mâle aux yeux blancs avec une femelle aux yeux rouges. Donc pour le génotype, pour le mâle, puisque donc le gène est porté sur des chromosomes sexuels, donc pour le génotype, par convention, donc on écrit XY pour le mâle et XX pour la femelle. Donc, et pour l'allèle, il peut s'écrire en indice. Donc pour le mâle, on a X petit b Y, donc Y ne porte pas d'allèle. Pour la femelle, XRR. Donc bien sûr, c'est un génotype donc homozygote. On a dit donc lors de la description donc, et lors de l'analyse, on a dit donc que les parents sont purs. Concernant la représentation chromosomique, donc on représente les chromosomes XY, donc toujours pour les chromosomes XY, ils n'ont pas la même taille. L'Y, généralement, il est toujours donc de taille plus petite. Donc, et on représente l'allèle sur la partie spécifique donc, du chromosome X. Pour la femelle, on a deux chromosomes X et on représente donc l'allèle par un trait. Ici, on a grand R. Donc pour la méiose, au cours donc de la méiose, on va avoir séparation des chromosomes X et Y. Donc on va avoir 50% X, 50% Y avec X qui porte l'allèle B. Pour la femelle, donc on va avoir 100% donc, de chromosomes X qui portent l'allèle grand R. Au cours de la fécondation, pour simplifier, donc, on représente un tableau de l'échiquier de la rencontre des gamètes. Donc, on a les gamètes mâles, X petit b, Y, 1,5, 1,5. Et pour les femelles, on a 100% donc X grand R. Donc, on peut noter 1. Donc, pour les descendants, on va avoir 1,5, 1,5. Donc, la rencontre du gamète mâle XB avec le gamète femelle XR va donner donc le génotype XR, XB. Donc, c'est une femelle de phénotype grand R. Ici, on a les deux allèles R et B, bien sûr. C'est l'allèle dominant qui s'exprime. Donc, et la rencontre donc, du gamète Y mâle avec le gamète femelle qui porte donc XR, on va avoir le génotype X grand R, Y. Bien sûr, ce sont des mâles de phénotype grand R. Donc la composition phénotypique de F1 du premier croisement donc, donne 1,5 femelle aux yeux rouges et 1,5 mâle aux yeux rouges. Donc c'est 100% de yeux rouges. Donc ici, on peut dire, puisqu'on a une donc, descendance homogène, on peut dire que la première loi est vérifiée. C'est l'uniformité en effet de F1. Donc on continue donc l'autocroisement de F1 pour obtenir la F2, donc une femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux rouges, donc la femelle XR, X petit b de génotype hétérozygote, et le mâle X grand R, Y. Donc on peut aussi représenter donc, les chromosomes. Donc pour la femelle, donc chaque chromosome porte un allèle différent. Et vous remarquez toujours pour les deux chromatides sœurs, ils portent toujours le même allèle. Donc on continue donc la méiose. Pour la femelle, elle donne donc 50% X grand R, 50% X petit b. Ici, il faut noter la deuxième loi de Mendel qui est vérifiée, puisqu'on a séparation des allèles. Et pour le parent mâle, la méiose donne X grand R, 50% X grand R, 50% Y. Donc, au cours de la fécondation, donc, il va y avoir la rencontre des gamètes, 1,5, 1,5 pour le mâle, 1,5, 1,5 pour la femelle. Toujours donc, pour la descendance, on va rétablir donc, la diploïdie ici, donc 1,5 fois 1,5, 1 quart. Donc, on a X grand R, c'est des femelles aux yeux rouges, grand R. X grand R, Y, donc c'est des mâles aux yeux rouges. X grand R, X petit b, c'est des femelles aux yeux rouges. Et
X petit b, Y, des mâles aux yeux blancs. Donc, la composition phénotypique pour ce premier croisement, un demi femelle yeux rouges, un quart de génotype homozygote et un quart de génotype hétérozygote. Donc, un demi de phénotype aux yeux rouges, un quart de phénotype aux yeux rouges pour les mâles et un quart de phénotype yeux blancs pour les mâles. Voilà, donc pour le premier croisement. On va faire la même chose pour le deuxième croisement inverse. Donc ici, c'est le mâle aux yeux rouges et une femelle aux yeux blancs. Donc on va passer rapidement. Donc pour les mâles XY, X grand R, Y, les femelles X petit b, X petit b. Donc c'est l'allèle récessif. Donc on a deux allèles identiques. Donc au cours de la méiose, 50% X grand R, 50% Y pour les mâles. Pour la femelle, on a 100% de X petit b. Pour la fécondation, la rencontre des gamètes va donner un demi de femelles aux yeux rouges, X grand R, X petit b, et un demi des mâles aux yeux blancs, X petit b, Y. Donc on a un demi, un demi. Voilà. Donc pour la deuxième génération, c'est l'autocroisement donc de la F1. Donc on va croiser la femelle aux yeux rouges avec le mâle aux yeux blancs. Donc mâle aux yeux blancs et la femelle aux yeux rouges. Donc, le mâle aux yeux blancs, X petit b, Y, la femelle aux yeux rouges, donc d'après l'échiquier, X grand R petit b. Il ne faut pas écrire au hasard donc, le génotype. Donc, la méiose donne toujours pour le mâle qui est hétérogamétique, donc deux gamètes différents, X petit b, Y. Pour les femelles, ici, le génotype est hétérozygote. Donc, toujours la deuxième loi de Mendel est vérifiée. On a deux gamètes. 50% X grand R, 50% X petit b. La rencontre des gamètes, donc 1 demi X petit b, Y pour le mâle et 1 demi X grand R, 1 demi X petit b chez la femelle. Donc la rencontre des gamètes va donner, donc on va résumer, la composition donc phénotypique va donner un quart de femelles aux yeux rouges, un quart femelle aux yeux blancs, un quart des mâles aux yeux rouges et un quart mâle aux yeux blancs. Donc, suite à cette interprétation donc, génétique et chromosomique, surtout pour le premier croisement, on va comparer les données théoriques aux données expérimentales. Toujours pour simplifier, donc, on peut faire un tableau. Pour le premier croisement, on a une première génération aux yeux rouges 100% dans les deux résultats. Pour la F2, on a obtenu un demi de femelles yeux rouges, un quart aux yeux blancs, un quart de mâle aux yeux rouges et un quart de mâle aux yeux blancs. Comme donnée expérimentale, je vous rappelle les chiffres. D'accord? Donc, il faut uniformiser donc, en pourcentage, fois 100 pour les théoriques et fois 100 sur le total. Donc, ici, il faut calculer le total. Donc, pour les résultats théoriques, on a 50%, 25%, 25%. Pour les résultats expérimentaux, donc 57,83% pour les femelles aux yeux rouges. C'est comparable donc, aux résultats théoriques. 23,77 pour les mâles aux yeux rouges et 18,4 pour les mâles aux yeux blancs. Donc c'est comparable. Pour le deuxième croisement, on a obtenu donc un demi, de mâles aux yeux blancs et de femelles aux yeux rouges. Et les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes. Pour le deuxième croisement inverse, on a obtenu un quart, un quart, un quart, un quart, donc 25% pour chacun, pour les résultats théoriques. Je vous rappelle les chiffres pour les données expérimentaux. Donc, pour le pourcentage, donc on a 29,65%, 20,23%, 30,34% et 19,78%. Donc, on peut déduire que les résultats théoriques et expérimentaux sont confondus, sont conformes. Donc, les hypothèses sont vérifiées. Et il s'agit d'un monohybridisme, c'est un gène, d'accord, lié à X avec dominance absolue. Voilà, donc si on a une dernière question, donc grand C, on va proposer, je vous demande donc de proposer un croisement qui permet de déterminer le génotype d'une drosophile femelle aux yeux rouges. Donc, une drosophile femelle aux yeux rouges, donc c'est un phénotype donc grand R. Donc, la femelle, elle peut avoir deux génotypes possibles, X grand R, homozygote, ou X grand R, X petit b, hétérozygote.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour déterminer quel génotype quel génotype la femelle peut avoir? Donc, bien sûr, c'est le test CROSS, donc, qui consiste à un croisement entre la femelle, qui est l'individu à tester, avec un testeur qui est récessif, donc de génotype connu, donc X petit b, Y, donc un mâle aux yeux blancs. Donc dans ce cas, il y a deux possibilités. Si le test CROSS, c'est comme on a vu donc, pour le gène autosomal. Donc si le test CROSS donne 100% donc, de drosophile aux yeux rouges, donc la femelle est testée, elle est pure, elle est de génotype homozygote, X grand R, X grand R. Si le test CROSS donne ici, ce n'est pas le même cas pour le gène autosomal. Donc, pour le gène autosomal, vous vous rappelez, ça donne donc un demi. Ici, pour le chromosome sexuel, si le gène est porté par le chromosome X, on a un résultat un quart. Donc, en effet, c'est le résultat donc, du deuxième croisement qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un quart de femelle aux yeux rouges, un quart de femelle aux yeux blancs, un quart de mâle aux yeux rouges et un quart de mâle aux yeux blancs. Dans ce cas, donc, la femelle attestée de phénotype donc, grand R, elle est de génotype hétérozygote, X grand R, X petit b, donc elle est hybride. Voilà. Donc, si on récapitule, donc, pour dire et conclure qu'un gène est porté par le chromosome X, d'abord, les deux croisements inverses n'ont pas le même résultat. Et si le croisement entre parents de lignée pure peut donner une première génération qui est hétérogène, qui peut faire l'exception donc, de la première loi de Mendel, avec les mâles qui héritent toujours donc, le caractère de leur mère. Et bien sûr, ici, c'est dans le cas de dominance. Voilà, donc, voyons si vous avez bien assimilé donc, cette séance. Donc, on va terminer par une évaluation formative. Donc, je vous propose donc, un croisement chez les chats. On réalise les deux croisements suivants entre parents de race pure. Donc, on va faire deux croisements. Donc, un premier croisement de chat noir avec une chatte orange qui donne une descendance formée de 50% de chats orange et 50% de chats bicarrés. Un deuxième croisement d'un chat orange avec une chatte noire. Donc, on peut donc déjà dire que c'est un croisement inverse. Donne 50% de chats noirs, de mâles, donc de chats noirs, et 50% de chattes bigarrées. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Analysons donc, on va analyser les deux croisements, bien sûr pour déterminer le mode de transmission du caractère étudié chez les chats. Prévoyez donc la composition phénotypique et génotypique de la descendance du croisement d'un chat noir et d'une chatte bigarrée. Troisième question, à partir de la descendance obtenue dans la question précédente 2, précisez les individus qu'on doit croiser pour obtenir une race pure de chat et de chatte orange. Et une dernière question, indiquez quelle race de chat on ne peut jamais obtenir. Justifiez votre réponse. Donc, on va répondre question par question. Première question. Donc, analysons les résultats donc, des deux croisements pour déterminer donc, le mode de transmission. Les deux croisements font intervenir deux races de chats, des races noires et oranges, donc qui ne diffèrent que par un seul caractère. Donc, c'est un cas de monohybridisme. Donc, le caractère, c'est la couleur du pelage. Dans les deux croisements, F1 présente un phénotype nouveau. Vous avez remarqué, donc c'est le phénotype bigarré. C'est un mélange entre les deux, donc qui est intermédiaire entre les deux phénotypes parentaux. Donc, c'est un cas de codominance. Concernant, donc, bien sûr, on va émettre des hypothèses, puisqu'on a terminé que c'est le cas de codominance. Donc, soit le couple d'allèles, donc, bien sûr, on suppose que le caractère couleur du pelage est contrôlé par un gène, soit le couple d'allèles, puisqu'on a codominance, donc les deux allèles en majuscule, grand N, allèle responsable du phénotype noir, et grand O, allèle responsable du phénotype orange, avec grand N, codomine, grand O. Et bien sûr, il faut toujours préciser le phénotype intermédiaire, j'insiste sur ce point. Donc avec grand N, grand O, phénotype intermédiaire bigarré,
lorsque les deux allèles s'expriment. Concernant la localisation du gène, vous vous rappelez, donc dans l'énoncé, c'était deux croisements inverses. Donc les deux croisements inverses n'ont pas le même résultat. Donc c'est le caractère, donc c'est un gène qui est donc porté par des chromosomes sexués, et puisque les caractères s'expriment chez les deux sexes, donc le gène impliqué est localisé sur la partie spécifique du chromosome X. Voilà. Donc bien sûr, il faut vérifier. Donc on va écrire le phénotype et le génotype pour les deux croisements. Pour le premier croisement, on a un mâle, donc un chat noir, et une femelle orange. Donc le chat noir, donc ici c'est un cas de codominance et lié à X. Donc pour le chat noir, X grand N Y, pour la femelle qui est donc de génotype homozygote, on a dit donc X grand O, X grand O. Donc au cours de la méiose, pour le mâle, on va avoir 50% X grand N, 50% Y. Pour les femelles, 100% XO. Donc la rencontre des gamètes va donner un demi de femelle, donc va avoir la rencontre du gamète mâle X qui porte l'allèle N et le gamète femelle qui porte l'allèle O. Donc on va avoir un génotype hétérozygote X grand N, X grand O. Donc les deux allèles, puisqu'ici c'est un cas de codominance, les deux allèles s'expriment et on a un phénotype intermédiaire, d'accord, donc NO. Ce sont des chattes bicarrées. Donc, et on va avoir des mâles qui portent donc XO, qui héritent donc XO de leur mère, et Y de leur père, donc X gros O Y, ce sont des mâles oranges. Pour le deuxième croisement inverse, donc on a des mâles, oui, donc chez des chats oranges avec des chattes noires. Donc la méiose va donner donc des gamètes, 50% X grand O, 50% Y pour les mâles et 100% X grand N pour les femelles. Donc la rencontre des gamètes va donner des femelles de génotype hétérozygote, les deux allèles s'expriment, donc c'est le phénotype intermédiaire, NO, c'est des chattes bigarrées, et des mâles qui héritent XN de leur mère, donc on va avoir des chats noirs, donc de génotype X grand N, Y. Donc je vous rappelle donc le résultat théorique, 50% de chattes bigarrées et 50% de mâles de chats orange pour le premier croisement. Pour le deuxième croisement, 50% de femelles donc de chattes bigarrées et 50% de chats noirs. Donc les résultats expérimentaux et théoriques sont conformes. Donc on vérifie donc l'hypothèse et c'est un cas de monohybridisme avec un gène lié à X avec codominance. Donc la deuxième question, prévoyez la composition phénotypique et génotypique de la descendance du croisement d'un chat noir et d'une chatte bigarrée. Donc le chat noir de génotype XNY, la chatte X grand N, X grand O, donc les gamètes. La rencontre donc des gamètes. Donc on a la rencontre donc XN, on va obtenir des femelles, donc des chattes noires, des mâles noirs, des femelles bigarrées, X grand N, X grand O, et des mâles donc orange, des chats orange. Donc on va avoir une composition un quart, un quart, un quart, un quart. Voilà. Donc la troisième question, à partir donc de la descendance obtenue qu'on a obtenue donc dans la question 2, on va préciser les individus qu'on doit croiser pour obtenir une race pure des chats et de chattes oranges. Donc la réponse, donc pour obtenir une descendance de race pure de chats et de chattes oranges, donc une race pure, c'est-à-dire génotype homozygote pour les femelles surtout. Donc pour le mâle, le génotype XOY, il hérite. La question donc consiste à dégager donc quels parents doit-on choisir pour obtenir une descendance pure, donc de chats et de chattes oranges. Donc les mâles oranges héritent XO de leur mère et Y de leur père. Pour les femelles, elles héritent XO de leur mère et XO
de leur père. Donc, on vient déterminer donc, le génotype du père, qui est X ou Y, donc de phénotype orange. Donc, il faut choisir donc, un parent mâle donc, de phénotype orange. Pour les femelles, elle doit posséder donc, un chromosome sexuel, donc X, qui porte l'allèle O, et donc, d'après donc, la question précédente, on a des femelles bigarrées, des chattes bigarrées, donc, qui ont un génotype hétérozygote XN, X grand O. Voilà. Donc, on termine avec la quatrième question. Donc, indiquant quelle race de chat on ne peut jamais obtenir, il faut justifier la réponse. Donc, vous l'avez bien donc, déduit qu'on ne peut jamais obtenir des mâles avec le phénotype intermédiaire. On ne peut jamais obtenir des chats, dans ce cas, des chats bigarrés. Il faut justifier, donc, car l'apparition de ce phénotype intermédiaire nécessite les deux allèles. Or, les mâles ont un seul X, donc, et toujours donc, possèdent un seul allèle, donc, qui s'exprime dans leur phénotype. Voilà. Donc, mes chers élèves, j'espère que cette séance vous a été bénéfique. Je remercie donc toute l'équipe qui a participé donc à l'élaboration de ce travail. Je vous souhaite beaucoup de succès et à la prochaine. Merci.